Bonjour à tout le monde. C'est impressionnant de parler avec un micro, mais bon. Je vous propose qu'on commence donc le thème sur lequel j'ai été invité à participer. Je me permets d'abord de me présenter. Je suis Jean-François Blanc. Bon, on se connaît, nous. Pardon. Je suis administrateur judiciaire. Je suis associé au sein de la société FHB. C'est une société d'administrateurs judiciaires. Et nous avons une implantation notamment sur... moi, je m'occupe des bureaux de Montpellier. On a un bureau en Lozère, un bureau à Rodez. Et FHB est également présent en Normandie, à La Défense. Donc ça veut dire à peu près la région parisienne. Et puis le sud-ouest avec une implantation autour de Pau, Bayonne, Mont-de-Marsan, Bordeaux. Nous sommes aujourd'hui 7 associés. Et on a environ une cinquantaine de collaborateurs. Alors, le thème sur lequel on m'a demandé de vous parler, c'est la reprise à la barre du tribunal. Alors c'est un vaste sujet, d'abord parce que c'est souvent quelque chose qui est extrêmement délicat ou péjoratif. On a de vilaines idées sur tous les gens qui tournent autour de ces procédures. En même temps, on va pouvoir échanger là-dessus, mais ça peut aussi quand même être des opportunités de reprise. Alors, de reprise pour des gens qui sont intéressés à maintenir une entreprise, mais aussi une opportunité pour sauver une activité. Alors, il y a un premier point qui doit être précisé tout de suite, et c'est le préambule à mon intervention. C'est que quand on parle de reprise à la barre du tribunal, ça mélange tout un tas d'hypothèses ou de possibilités. Il y en a une que... Il y en a une... Ouais, mais alors du coup, je vais... peut-être il faut que je m'assoie, non, ça serait peut-être... je ne veux pas non plus vous empêcher d'y voir. Voilà. Je ne sais pas si c'est mieux. Non, pas pour vous peut-être. C'est bon. Pardon. Il y a une hypothèse qui est écartée dans le document, enfin dans les présentations que je vais vous faire. C'est en fait la reprise d'une entreprise qui n'a plus d'activité. En clair, c'est la reprise d'une entreprise en liquidation judiciaire. Je ne l'évoque pas principalement parce que c'est quelque chose que nous ne faisons pas. Quand nous sommes administrateurs judiciaires, nous intervenons dans des entreprises qui, évidemment, ont des difficultés, mais qui sont en activité. Et c'est un élément déjà qui est à la fois important à appréhender, mais qui est assez peu connu, c'est-à-dire qu'on fait souvent un amalgame entre les mandataires liquidateurs, les administrateurs, une entreprise reprise à la barre du tribunal, est-ce que c'est une reprise d'actifs, est-ce que c'est une reprise d'entreprise à proprement parler, et le cadre dans lequel j'interviens moi, bonjour, oula, il y a plein de monde. Le cadre dans lequel j'interviens, c'est véritablement un schéma dans lequel les entreprises sont en activité. Je profite pour enlever ma veste. Allez, je vais avoir un problème de faire changer les diapos. Je crois que je vais être obligé de mettre la chaise là. Et en même temps pouvoir vous faire défiler les diapositives. C'est bon? Vous y voyez? Non. Ouais. Voilà. Donc le préalable, c'est bien celui-ci. C'est-à-dire que nous sommes en tout état de cause dans les points que nous allons évoquer. Ce sont des points qui portent uniquement dans le cadre d'entreprises qui sont en activité. Les possibilités de reprise à la barre du tribunal dans le cadre d'entreprises en difficulté, mais qui ont de l'activité, peuvent se faire dans 3 grandes hypothèses. Je vous ai mis d'abord dans le cadre de procédures amiables. C'est un point sur lequel on a 2 cadres juridiques différents. C'est le mandat ad hoc et la conciliation. J'y reviendrai bien sûr.
On a une procédure que j'ai appelée mixte. Alors ça, c'est pas très juridique et vous ne trouverez pas dans les codes ou dans les textes une procédure mixte. Ça n'existe pas, mais c'est une procédure qui est à la fois au départ une procédure amiable et puis ensuite qui bascule sur une procédure collective. Et donc ensuite, vous avez les procédures collectives. C'est quelque chose qu'on connaît un petit peu plus, c'est les redressements judiciaires, éventuellement la sauvegarde. Et à l'intérieur de ces procédures collectives, il peut y avoir deux modèles, on va dire, ou deux cadres un petit peu différents. C'est soit une reprise interne, en pratique, on reprend finalement les parts sociales ou le capital social. Et la deuxième possibilité, c'est véritablement une reprise par le biais de la cession, c'est-à-dire un rachat finalement du fonds de commerce. Alors, le premier point, j'étais presque tenté de rester sur ce slide-là et puis de vous parler un petit peu librement de ces procédures et puis on pourra reprendre peut-être les slides plus en détail. Mais le premier point important, ce sont des procédures qu'on ne connaît pas bien, qui sont les procédures amiables. En clair, une entreprise qui commence à avoir des difficultés, mais qui n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise, peut aller voir le président du tribunal de commerce et lui dire bah, « écoutez, ça va pas bien, j'ai une situation un peu compliquée, mais j'ai peut-être une solution, pourquoi pas, de reprise. C'est pas uniquement dans ce cadre-là, mais j'ai peut-être une solution. Et donc j'ai besoin d'être dans un cadre et d'être aidé pour ça. » Et donc vous avez la procédure de mandat ad hoc et la procédure de conciliation. Ce qui est important, c'est que ce sont des procédures confidentielles. C'est-à-dire qu'en pratique, vous pouvez aller sur tous les registres du commerce ou toutes les étapes qu'on peut connaître, société.com ou que sais-je. Vous n'aurez pas de mention de ces procédures. Et elles ont, vous verrez quelques points communs sur le cadre juridique. C'est qu'il n'y a que le dirigeant qui peut demander l'ouverture de ces procédures. Elles sont donc dans un cadre de confidentialité, et pour le mandat ad hoc, il ne peut pas y avoir d'état de cessation des paiements. C'est-à-dire qu'on peut véritablement aller vers ces procédures en amont des grosses difficultés d'une entreprise. Mais par exemple, quelqu'un qui cherche à vendre sa structure, ou quelqu'un qui est intéressé par une entreprise et qui s'aperçoit qu'en fait elle est dans une situation un peu difficile, bah, par le biais du mandat ad hoc, le dirigeant peut demander au président du tribunal de désigner, la loi dit, un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Donc c'est extrêmement court comme texte. Mais l'idée, c'est véritablement de dire, bah, écoutez, voilà, j'ai tel problème ou telle difficulté. Bah, si vous désignez quelqu'un qui a peut-être des connaissances un peu spécifiques sur les entreprises qui sont en difficulté, on peut peut-être trouver des solutions parce que je ne suis pas en état de cessation des paiements et l'environnement de l'entreprise peut avoir intérêt à finalement à ce qu'on trouve une solution avant que j'arrive dans ces grandes difficultés. Je vous mets que la mission et le déroulement de la procédure, donc ce sont principalement des échanges avec les principaux partenaires de l'entreprise, que la mission elle est fixée par une ordonnance donc du président et que on ne peut pas imposer un accord et donc ça nécessite qu'il y ait un accord avec l'environnement de l'entreprise. Alors, le principe en fait du mandat ad hoc, c'est pas forcément rattaché à la reprise d'une entreprise, parce que dans beaucoup de cas de figure, le mandat ad hoc, c'est quelque chose qui se déclenche dans des entreprises qui sont quand même un peu structurées, parce qu'en fait, vous continuez à fonctionner normalement, mais il y a une phase de discussion, principalement avec les partenaires bancaires, avec l'État, pour arriver à trouver un accord. On arrive et on va voir ces gens-là en leur disant, bah, écoutez, voilà, aujourd'hui, si on ne fait rien, on va arriver en état de cessation des paiements. Donc vous, banquiers, est-ce que vous accepteriez pas d'une part de geler, par exemple, le remboursement des prêts moyen terme pendant quelques temps, ou de nous autoriser un financement supplémentaire? Vous, État, est-ce que vous accepteriez pas de décaler le paiement de certaines charges? Et c'est dans ce cadre-là qu'on on essaie de trouver un accord qu'on formalise. Et cet accord, bah, ça devient ensuite la nouvelle règle entre les parties. Si on n'arrive pas à trouver cet accord, bah, on est dans un cadre où finalement l'entreprise,
elle retrouve un fonctionnement normal et elle n'a pas d'autres contraintes ou d'autres obligations. En pratique, si elle n'arrive pas à trouver un accord, ben, il y a des étapes qui deviennent plus compliquées parce que si on dit, on commence à avoir des difficultés, on demande au président du tribunal de désigner quelqu'un pour nous aider à trouver un accord amiable et finalement on ne trouve pas d'accord amiable, on imagine bien que les relations avec l'environnement vont se crisper et qu'à un moment donné, ça va amener à d'autres difficultés. Mais dans beaucoup de cas de figure, le mandat ad hoc, il permet d'arriver à... Enfin, faut pas que j'exagère, mais quand on arrive à trouver des solutions et des accords avec les partenaires, encore une fois, vraiment, ça peut être des sujets assez vastes, mais dans beaucoup de cas de figure, c'est discuter avec les partenaires bancaires, avec l'État, avec quelques fournisseurs. Quand on arrive à trouver un accord, on bascule en conciliation, parce que la procédure de conciliation, elle a un cadre juridique qui est assez proche du mandat ad hoc. Hein, il n'y a que le dirigeant qui peut le demander. Le principe de la confidentialité est maintenu. Là encore, vous pouvez aller chercher partout. Vous ne trouverez pas une mention du mandat ad hoc. Et par contre, on peut basculer en conciliation même si on est en état de cessation des paiements, mais depuis moins de 45 jours. La conciliation, c'est le même débat. On va discuter avec nos partenaires, alors encore une fois, principalement les banques, l'État, quelques fournisseurs. Mais elle a 2-3 spécificités par rapport au mandat ad hoc. Le premier, c'est qu'elle est limitée dans le temps. Ça peut être maximum 5 mois, pardon. Elle a ensuite des issues qui peuvent être soit l'homologation de l'accord intervenu par exemple avec les banques, et ça c'est le constat de cet accord, c'est le président du tribunal. C'est-à-dire qu'en fait, on se met d'accord avec, encore une fois, je prends les banques, mais c'est pour simplifier, on se met d'accord avec les banques, on va voir le président du tribunal et on lui dit, écoutez, voilà, cet accord, il permet à l'entreprise de dépasser ses difficultés. Si le président du tribunal de commerce ou de grande instance, selon les activités, dit, bon ben ok, j'approuve ce que vous m'indiquez, il met son cachet par le biais d'une ordonnance, et ça vaut force exécutoire. Ça veut dire que ça devient la règle entre les parties, mais ça reste confidentiel. Et puis, il y a une autre sortie possible, c'est l'accord homologué. Mais là, c'est plus le président du tribunal, c'est le tribunal lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, on va devant le tribunal et on lui dit, écoutez, on a eu cet accord, et cet accord homologué, il a un gros intérêt pour un certain nombre de partenaires et pour les banquiers parfois. Si quelqu'un dit que ce sont mes amis, je vous dirai pas tout à fait. Si quelqu'un dit que je me bagarre tous les jours avec eux, qu'on s'entend pas, je vous dirai pas tout à fait, parce qu'on arrive effectivement à discuter. Il y a des fois on s'entend, des fois on s'entend pas. Mais on est dans un cadre où pour les banquiers, notamment, l'accord homologué, il y a un jugement du tribunal qui dit, en fait cet accord, s'il y avait un état de cessation des paiements, il y met fin. Et puis surtout, si vous banquiers ou vous fournisseurs, vous avez amené des nouveaux moyens à l'entreprise, vous bénéficiez d'un privilège. Si demain l'entreprise ne fonctionne plus, tourne mal, est mise malheureusement à long terme en liquidation judiciaire, les gens qui ont aidé l'entreprise pendant cette période-là, ils ont un privilège, ils seront payés avant les autres créanciers. Enfin, il y a quelques spécificités, mais globalement, ils seront payés avant un certain nombre d'autres créanciers. Mais pour ça, il faut que ce soit un jugement du tribunal, puisqu'il faut que ce soit connu des tiers. Et donc, du coup, on sort de la confidentialité à ce moment-là, puisque tant qu'on parle d'une ordonnance du président, elle reste confidentielle. Le jour où c'est un jugement, il est rendu au nom du peuple français, et donc il y a nécessairement une publicité. Donc ça, on sort de la confidentialité, mais ça a un gros intérêt. C'est que du coup, les gens, ça aide parfois certains établissements bancaires ou certains fournisseurs à mettre de la new money dans l'entreprise, et du coup, ils ont ce privilège-là. Alors, quand on retrace ces deux cadres, on peut se dire, mais finalement, quel est le lien avec une reprise à la barre du tribunal ? Le lien, c'est qu'il peut arriver que dans ce type de mission, en fait, au départ, où les dirigeants sont déjà en contact avec des repreneurs et voient que ça va être un tout petit peu compliqué, mais qu'il faut arriver à sécuriser tout ça, on rentre dans ces procédures-là, on discute,
et on essaie de trouver un accord qui peut permettre à un moment donné à un repreneur de reprendre dans un cadre où il est arrivé, il a vu une entreprise après une première lecture un peu vacillante, ben là il arrive et il a un cadre qui lui permet d'avoir une sécurité, notamment avec les partenaires bancaires. Je vais en parler beaucoup, mais parce que parfois, ils disent qu'ils sont prêts à faire, ils font pas. Quelle est la règle, quel est le principe, voilà. Et donc, quand on arrive à des accords comme ceux d'un accord homologué ou d'un accord constaté, ça vaut règle entre les parties. Et pour un repreneur, il sait où il va et il peut à ce moment-là avoir cet intérêt. J'avance et puis comme ça peut-être qu'on fera un point après, mais s'il y a des questions, il faut surtout pas vous gêner et vous m'arrêter parce que je peux vous parler de ça toute la journée, mais ça n'a aucun sens si je suis le seul à parler. Il y a un petit point qui doit être précisé, c'est que dans ces procédures amiables, on rend compte au président du tribunal de commerce ou de grande instance et que les accords que l'on trouve, ils sont écrits. Ils doivent dire donc les engagements des uns et des autres. Quand on le fait constater par le président du tribunal doit s'assurer, et donc c'est à nous de lui montrer en amont, que ces accords, ils ne mettent pas... Enfin, d'abord, ils doivent pérenniser l'activité, mais en même temps, ils ne sont pas là en train de galvauder les intérêts des gens qui n'auraient pas signé l'accord. C'est-à-dire qu'en pratique, si on a un accord avec des banques, il ne faut pas que cet accord il pénalise des fournisseurs ou que d'autres créanciers soient lésés de cet accord. Et quand on est dans un accord homologué par le tribunal, la loi d'ailleurs dit que le tribunal, dans sa décision, doit constater que l'accord intervenu met fin à ces difficultés. Donc on est dans un cadre où finalement on intervient avec les conseils de l'entreprise, avec des audits financiers, etc. C'est pas du tout simplement parce que les procédures amiables et la conciliation et le mandat ad hoc donnent lieu à la nomination d'un mandataire ad hoc ou d'un conciliateur. Ce ne sont pas forcément des administrateurs judiciaires. La loi ne dit pas que ce sont les administrateurs judiciaires qui sont désignés. En pratique, ce sont souvent des administrateurs judiciaires ou des mandataires liquidateurs, parce qu'effectivement, on est quand même d'abord dans un monde de société en difficulté, et ce sont nos activités. Et puis, il y a un élément qui est, à mon avis, très fort et qu'on n'appréhende pas quand on n'est pas dans nos activités, c'est que nous avons, nous, une indépendance que ne peuvent pas avoir ou n'ont pas forcément un avocat ou un expert comptable qui savent faire aussi ces choses-là. Pourquoi nous avons une indépendance? Parce que je vous ai dit que nous, par exemple, FHB, on est une société d'administrateurs judiciaires. C'est une société, une CELARL, pardon, comme une SARL, mais avec une activité civile. Mais si un jour on veut vendre notre entreprise, on ne peut pas vendre de fonds de commerce. C'est-à-dire que si vous êtes médecin, si vous êtes avec une profession libérale de médecin, d'avocat, qu'importe la profession, vous vendez ou un droit de présentation ou une notion de fonds de commerce, d'éléments incorporels du fonds de commerce. Nous n'avons pas le droit de valoriser ces éléments-là, puisque nous sommes désignés par les tribunaux. Le principe, c'est que les tribunaux, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas parce que moi j'ai un bureau à Montpellier que le tribunal de Montpellier est obligé de me désigner. Il n'y a pas de numerus clausus, il y a des gens qui ont leurs examens, ils s'installent où ils veulent. Et donc il n'y a pas ce lien-là. Et du coup, ça c'est quelque chose qui est finalement très fort dans l'environnement des entreprises en difficulté, parce que quand une entreprise commence à être un petit peu avec une situation délicate, encore une fois, il y a les banquiers, il y a l'État, il y a quelques fournisseurs, et les banquiers et l'État, ils savent. Les banquiers avec qui on discute, ce sont plus les commerciaux, ce sont plus les agences d'entreprise par exemple, ce sont des services, alors soit des services qui s'appellent les affaires spéciales dans certaines banques, soit les services juridiques ou le contentieux, et ce sont donc des gens qui connaissent ce cadre-là, et je crois sincèrement que c'est un des éléments qui fait que parfois on arrive à aider à trouver une solution amiable là où en fait si les gens avaient discuté entre eux sans ce cadre-là, ils n'y seraient pas arrivés. C'est pas lié à nos personnes, au fait qu'on est plus fort ou plus intelligent que d'autres, c'est simplement le fait qu'on est dans un cadre
assez particulier, avec la connaissance des entreprises en difficulté, des procédures, et avec ce côté indépendance. Alors, donc je vous ai parlé de ces procédures amiables, et puis je vous ai dit qu'il y avait une procédure que j'appelle de mixte. Alors, pour ceux qui n'étaient pas arrivés quand j'ai commencé, et c'est pas du tout un reproche, j'ai dit que c'est un terme que vous ne trouverez pas dans la loi ou dans les textes. Mixte, ça n'existe pas. Mais en fait, je l'ai appelé ainsi parce que la loi permet, et c'est une innovation, enfin une procédure assez récente, finalement assez peu utilisée, qui est à la fois au départ une procédure ou de mandat ad hoc ou de conciliation. Bien souvent, c'est plutôt une conciliation, et dans laquelle le dirigeant, puisqu'il n'y a que le dirigeant qui peut aller demander une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation, va voir le président du tribunal en lui disant « Écoutez, je suis dans une situation un peu délicate, j'ai quelqu'un qui peut être intéressé, ou j'ai plusieurs personnes intéressées, ou je veux céder mon entreprise, mais ma situation est telle que je crains de ne pas arriver à trouver une solution in bonis. » C'est-à-dire que les offres que j'aurai ne permettront pas d'arriver à payer en gros tout ce que je dois. Alors je fais simple, hein, c'est pas exactement on fait pas des plus et des moins comme ça à la base, mais c'est un peu l'idée. Et à ce moment-là, donc le président du tribunal, il ouvre. Alors pour faire simple, je vais parler de conciliation, mais encore une fois, c'est possible en mandat ad hoc, mais c'est quand même plutôt des phases de conciliation. Je reviendrai juste là-dessus. Il ouvre une conciliation. Donc on est exactement dans le même cadre que ce que je viens d'évoquer, de discussion avec des partenaires, mais il est immédiatement précisé que cette mission, elle doit essayer d'aboutir à une solution de cession de l'entreprise. C'est la différence entre ce que je vous disais tout à l'heure, on peut être dans une conciliation, j'allais dire classique, et puis arriver à la vente de la société. C'est qu'on est finalement dans un schéma où, si vous voulez, la situation de l'entreprise, elle permet de penser qu'on va trouver un cadre avec un repreneur et avec nos partenaires bancaires. Là, le dirigeant, et souvent ce sont ses conseils qui l'amènent à faire cette analyse, parce que quand on est d'abord chef d'entreprise, on n'appréhende peut-être pas forcément toutes ces procédures, et puis quand on est en difficulté, on est la tête sous l'eau, on est accaparé par des tas de choses, et en plus par le quotidien, et si vous n'avez pas autour de vous des gens qui sont capables de vous sortir un peu la tête de l'eau et de vous dire attention, il faut peut-être réfléchir, voir, etc., il est extrêmement rare qu'un chef d'entreprise, quelles que soient ses qualités, puisse tout seul aller vers ce type de procédure. Mais l'intérêt, encore une fois, c'est de dire on va avoir de grandes difficultés à trouver une solution qui va permettre, encore une fois, de maintenir l'activité et en gros de payer tout ce qu'on doit. C'est pour ça aussi que c'est plus souvent des conciliations, puisque vous l'avez vu et vous avez tout retenu, la conciliation peut être ouverte pour des entreprises qui sont déjà en état de cessation des paiements, mais depuis moins de 45 jours. Et donc, en fait, si vous voulez, c'est justement, dans le raisonnement, c'est souvent quand l'entreprise est en état de cessation des paiements que finalement les dirigeants vont vers cette procédure de pré-pack-cession en disant l'idée, c'est de se dire, si on arrive à préparer la vente dans un cadre confidentiel, on va perdre moins de valeur à la société, parce que dès qu'on dit qu'il y a redressement judiciaire ou sauvegarde ou voire liquidation, bah oui, ça amène une telle connotation péjorative que la valeur de la boîte, elle s'effondre, et que malheureusement, dans ce cadre-là, on sait que les valorisations sont extrêmement faibles. Bah, du coup, c'est de se dire, si on arrive à discuter, à cadrer l'offre dans le cadre amiable, c'est une démarche confidentielle, on garde un peu plus de valeur de la boîte, et puis malheureusement, bah, si ce prix ne permet quand même pas de payer tout le monde, bah, il faut bien trouver un cadre juridique qui va permettre à un repreneur de reprendre dans un cadre où demain, il va pouvoir ne pas avoir d'impact de la situation dégradée de la boîte qu'il achète. Donc du coup, on commence en procédure amiable, et la seule manière ensuite de sécuriser une procédure de reprise d'une structure qui serait en difficulté de la sécuriser juridiquement, c'est de passer par une procédure collective. Et donc, on discute dans le cadre de la conciliation, et on va présenter ensuite au président du tribunal ou au tribunal
les solutions qu'on a pu trouver. Alors en pratique, ça se passe comment ? En pratique, on a ce délai de la conciliation qui est de 4 mois plus 1 mois. Je vais vous parler 5 mois maximum. Souvent, les dirigeants ont déjà eu des contacts. Et donc, le conciliateur prend des contacts avec ses candidats potentiels. On monte une data room, enfin on fait comme si on faisait une vente normale. Il y a des audits, il y a des études sur les situations financières et juridiques. Dans le même temps, quand on parle d'un délai maxi de 5 mois, on voit bien qu'on maîtrise la durée. Alors, c'est toujours un peu relatif parce que si la situation se dégrade, il faut le faire plus vite. Si on a des repreneurs qui sont capables de faire des offres rapidement, on va plus vite. Mais en tout cas, on va le voir, dans le cadre des procédures collectives, on est sur des périodes qui peuvent être de 6 mois renouvelables une fois, avec des délais de dépôt des offres, etc. Là, dans le cadre de la conciliation, on réduit tous ces délais. Et la petite difficulté de l'exercice, c'est qu'il faut arriver à discuter avec nos partenaires pour les tenir informés, à discuter avec un repreneur pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il est capable de faire, d'arriver à trouver, à dire les choses à tout le monde. Parce que quand vous êtes en difficulté, il y a un certain nombre de dirigeants qui pensent qu'il faut rien dire, il ne faut pas expliquer, etc. Or, quand on est autour d'une table, et encore une fois avec les partenaires bancaires, avec l'État, voire avec des fournisseurs, si les gens ont le sentiment qu'on ne leur dit pas tout, c'est sûr que de toute façon on n'arrivera à rien. Alors après, dans certains cas de figure, on peut se dire oui, mais si on dit tout, ça va faire fuir les gens. C'est assez peu le cas avec les banques. Ça peut être le cas avec certains fournisseurs. Mais déjà, quand une entreprise a connu des difficultés, les fournisseurs, ils ont été alertés soit par les assureurs crédits, soit parce qu'ils ont eu quelques impayés, soit parce qu'ils voient bien qu'il y a des décalages de paiement. Et peut-être qu'on accélère un peu le mouvement, mais le paiement au cul du camion, excusez-moi la formule, mais ça devient la règle de toute façon. Et puis, bien souvent, les fournisseurs, finalement, hormis quand ce sont des grosses entités, j'allais dire nationales ou internationales, les fournisseurs, ils gèrent, c'est les dirigeants qui le gèrent en direct finalement, parce que le lien, il est connu, il existe depuis des années enfin oui, des mois ou des années, et c'est une approche qui est un petit peu différente. Pour vous donner un exemple, j'avais une structure qui avait comme fournisseur Total, puisqu'elle a transformé du pétrole, etc. Évidemment, là, on leur a parlé du mandat ad hoc. Dans le même temps, ou quelques mois après, ou quelques années après, j'ai eu une entreprise qui faisait de la pâtisserie, avec un certain volume. On a discuté dans le cadre du mandat ad hoc et puis de la conciliation avec le fournisseur de farine, mais on n'a pas discuté avec un certain nombre d'autres fournisseurs, entre guillemets petits fournisseurs de PME, et là ce sont les dirigeants qui eux-mêmes arrivaient à discuter d'accords et de manière à ce qu'on soit dans un schéma qui évite d'abord que ce soit trop lourd et puis surtout que ça amène une chape de procédures trop lourdes avec ces gens-là. Mais par contre, l'accord et l'évolution de la situation, elle impose qu'on puisse dire aux uns les efforts que font les autres. Et c'est d'ailleurs un des éléments déterminants dans tout ça, c'est que ce soit dans les procédures amiables ou dans le pré-accession, c'est que si on ne dit pas aux partenaires bancaires où on en est des discussions avec des repreneurs, les partenaires bancaires peuvent se retirer tout de suite et exiger le paiement des sommes qui leur sont dues. Et en même temps, si on dit à un partenaire bancaire, écoutez, on a une offre, mais il va falloir que vous, excusez-moi la formule, mais que vous essayiez sur 70 ou 80% de votre dette, on peut se dire, mais il va partir aussi. Mais on est dans ce contexte avec la nécessité de recréer un lien de confiance avec les partenaires de la société, et donc il faut dire les choses. Un banquier préférera savoir qu'il va devoir s'asseoir sur 70 ou 80% de sa dette que de ne pas savoir ce qui se passe.
C'est comme ça la réalité. Mais du coup, le cadre de la conciliation, il est de trouver cet équilibre des discussions entre d'un côté les repreneurs et de l'autre les partenaires. Quand on est dans le pré-accession, on arrive... Enfin, on discute d'un côté et de l'autre, mais finalement, jamais tout le monde ensemble. Si on était dans le cadre d'une conciliation classique, pas pré-accession, mais avec un repreneur et dont on pense que sa solution va permettre une reprise in bonis, bah à ce moment-là, à un moment donné, on a les banquiers et on fait venir les repreneurs. Et ça, c'est une vraie différence dans les deux. Et la différence, c'est que, en fait, quand on est dans la notion de pré-accession, l'environnement, on va dire, technique de l'entreprise, c'est que très certainement, la valeur qui va arriver pour la reprise ne permettra pas de tout payer. La sortie du pré-pack, c'est que dans le cadre, il y a un point spécifique, c'est que dans le cadre du pré-pack, on doit à un moment donné, le conciliateur à un moment donné fixe une date de dépôt des offres, puisqu'on cherche un repreneur. Et la difficulté, il faut faut remettre les choses en ordre. La difficulté, c'est l'entreprise qui la vit tous les jours, et bon, on est dans des niveaux différents. Mais un des aspects à prendre en considération, c'est que l'intérêt du pré-pack session, je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on peut arriver à réduire un certain nombre de délais. Si on est en redressement judiciaire et qu'on va vers une vente de l'entreprise, il faut faire un appel d'offres, il faut laisser le temps à des gens de regarder un dossier, et puis il y a des délais pour ensuite revenir devant le tribunal. Là, il est dit que si on passe par un pré-pack session et que le tribunal considère que l'offre qu'on lui présente, ou les offres, il peut y en avoir plusieurs, hein, qu'on lui présente, sont finalement là où les meilleures des offres possibles, ou les moins mauvaises, il peut finalement réduire tous ces délais. On n'a plus à fixer une nouvelle date de dépôt des offres, on n'a plus à tenir des délais de convocation, de réunion du tribunal qui sont les mêmes. En clair, là par exemple, moi j'ai un dossier aujourd'hui où on a été en mandat ad hoc en début d'année. C'est une entreprise qui a une vingtaine de salariés, qui a une activité saisonnière, donc ça peut monter beaucoup plus, mais on a eu un mandat ad hoc qui a duré 2 mois à peu près. En fait, dans le cadre du mandat ad hoc, on s'est aperçu très vite avec avec les conseils des dirigeants et les dirigeants qu'il n'y aurait pas de solution in bonis. Les dirigeants ont été allés voir le président du tribunal en lui disant on a dans notre capital un certain nombre d'actionnaires, et dont un notamment qui est un actionnaire important, qui a des moyens, qui veut investir dans notre structure. Et donc, on voudrait passer par un mandat ad hoc pour arriver à négocier avec les autres actionnaires pour qu'ils puissent monter dans le capital, faire un apport, et puis également avec les banquiers, parce qu'il y a quelques sujets sur un niveau d'endettement, on voudrait renégocier quelques points. Et puis, entre la demande qui a été faite, je vous disais que c'était en début d'année, mais le mandat ad hoc a été ouvert le 20 décembre. On est un peu tous pareils le 20 décembre, on ne trouve pas ça génial parce qu'on a envie de s'arrêter un peu aussi. En pratique, il n'y a plus personne non plus comme interlocuteur, donc ça a commencé début janvier. On a rencontré cet actionnaire qui était vraiment minoritaire et qui avait indiqué qu'il était prêt à rentrer beaucoup plus dans le capital. Et finalement, il nous a indiqué qu'il avait revu son projet et qu'il ne rentrerait pas dans le cadre d'une solution in bonis. Mais que si on allait vers un pré-pack session, il pourrait être intéressé. Du coup, il a fallu aussi expliquer ça aux banques. On a rencontré les banquiers en leur faisant part de cette approche, puisqu'ils avaient été informés de l'intérêt de cet actionnaire. On a dans ce cadre-là, les dirigeants ont eu un contact avec une autre entité qui est un peu dans le même secteur d'activité, mais qui n'est pas associée, qui a indiqué qu'elle pouvait avoir, elle, un intérêt à une reprise. Et donc, on a continué à discuter avec ce nouveau candidat potentiel
qui a fait une proposition de reprise du capital parce que le capital social était assez dilué, il y avait un certain nombre d'intervenants. Et finalement, cette proposition a été rejetée par une majorité des associés, des actionnaires. Et du coup, quand le retour des actionnaires a été connu, bah, le dirigeant a demandé l'ouverture d'une conciliation pour aller vers un pré-pack-cession, considérant que la solution Enbonis n'était pas possible. Et donc on a recontacté les deux, du coup, en leur disant, écoutez, si vous êtes intéressés, on est dans ce cadre-là. Et on a une date limite de dépôt des offres qui est fixée à demain. Et ça, le petit point qui est un peu en discussion au niveau, j'allais dire, technique, c'est que l'idée, nous, dans laquelle on est, c'est que la situation de l'entreprise s'est extrêmement dégradée. C'était ce qui était projeté, mais il fallait trouver un équilibre entre le fait de laisser un peu de temps pour chercher des repreneurs et le fait de dire il faut que les choses se passent assez vite. L'idée qu'on a avec les dirigeants et leurs conseils, c'est que date de dépôt des offres demain, déclaration d'état de cessation des paiements et demande de redressement judiciaire mardi ou mercredi auprès du tribunal, et audience du tribunal sur la demande d'ouverture du redressement judiciaire vendredi prochain. Et nous, ce qu'on veut demander au tribunal vendredi prochain, c'est d'abord qu'il ouvre un redressement judiciaire, mais qu'ensuite il convoque d'ores et déjà une audience pour statuer sur là où les offres qu'on espère recevoir vendredi, d'ici la fin du mois, pour que la reprise se fasse tout début juillet. Et ce timing-là, si vous êtes demain l'entreprise avait basculé en redressement judiciaire, ce timing-là, on n'aurait pas pu garder confidentiel les démarches, et puis on n'aurait pas pu tenir ce timing-là parce que on est dans un où les notions d'appel d'offres, de constitution des data rooms, etc. étaient beaucoup plus compliquées. Donc ça, c'est vraiment un exemple important. Mais le petit point qui nous pose toujours une petite difficulté, c'est que pour arriver à demander au tribunal de le faire très vite, puisqu'on va aller le voir le 14, si le timing dans lequel on est se tient correctement, on va aller le voir le 14 en lui disant, écoutez, on aimerait bien que vous puissiez statuer autour du 30. Il faut pour ça qu'on lui demande que là où les offres qu'on espère recevoir sont la meilleure ou les meilleures ou les moins mauvaises offres, et que finalement de laisser du temps pour chercher d'autres repreneurs ne servira à rien. Et ça, on est évidemment, quand on est administrateur judiciaire, on pense qu'on est très fort, mais c'est pas vrai. Et donc il faut arriver à donner des éléments au tribunal. C'est pas, excusez-moi la formule, sur notre bonne gueule que le tribunal il dit ouais, finalement il a l'air sympa, on pense qu'il a tout fait. Je vous assure, là aussi ça marche pas du tout comme ça. Et donc pour démontrer qu'on a cherché la meilleure des solutions, il faut qu'on démontre qu'on a fait des recherches. Mais si on fait des recherches, du coup, la confidentialité, elle s'effrite un peu. Et donc, par exemple, nous, dans ce dossier, on a fait... vous avez peut-être déjà vu dans les Échos, le vendredi, il y a une page où il y a un certain nombre d'entreprises à céder. Nous, on a fait une annonce dans les Échos en disant qu'on cherchait des repreneurs. Mais on n'a pas mis le nom de la société. Mais bon... L'environnement de la boîte, ils savent ce que c'est, quoi. C'est-à-dire que l'information, elle a été à moitié confidentielle. Mais c'est aussi, de mon point de vue, une nécessité pour arriver à démontrer au tribunal que, certes, on est dans un schéma très tendu, mais que ce qu'on a fait, on a essayé de le faire pour lui permettre à lui de réduire les délais et de prendre la décision, parce que c'est que lui qui pourra la prendre, d'abord ou de réduire ses délais, et puis d'autoriser la vente à l'un ou l'autre des candidats si on a des offres. Pour vous donner un autre type d'exemple sur ce point-là, j'ai un de mes associés, on en parlait avant-hier ensemble, qui lui est sur une situation, moi je vous disais, il y a 18 salariés, mais c'est une boîte qui peut avoir beaucoup plus de saisonniers, c'est déjà quand même important dans notre coin, excusez-moi la formule, mais c'est déjà des structures relativement importantes. Et il se trouve que mon associé, c'est un de mes associés qui est à la Défense. Lui, il est sur un dossier où la vente il est en prépack cession aussi, etc. Mais où l'activité est très sensible.
et où le prix de cession qui est envisagé est de l'ordre de 55 millions d'euros. Donc ça donne une idée déjà d'un certain périmètre. Et il me dit, mais moi, je ne peux pas faire de pub, c'est pas possible. Parce que si je fais une pub, comme on est dans des activités un peu sensibles, tout l'environnement va la prendre et la boîte va s'effondrer et on n'aura aucune solution. Bah, là, en fait, sur ce taille de dossier, ils ont recours à des banques d'affaires qui, par le biais de leur job, enfin, qui est dont c'est le job, hein, qui cherchent des repreneurs. Mais l'approche, elle est la même, mais le cadre est un peu différent parce que nous, on n'a de toute façon pas les moyens d'aller chercher une banque d'affaires et que dans le contexte dans lequel on était, c'est pas possible. Mais donc, voilà, juste pour vous préciser ça, je suis un peu long peut-être là-dessus. J'ai pas du tout regardé l'heure. Mais donc, l'idée du pré-accession, pour faire simple, on discute, on essaie de trouver des repreneurs dans un cadre confidentiel jusqu'à un certain stade. Et puis ensuite, quand on constate que l'offre ne permet pas à la boîte de payer toutes ses dettes, globalement, on bascule dans le cadre d'une procédure collective, que sont le redressement judiciaire ou éventuellement la sauvegarde ou la liquidation judiciaire. Bien sûr. Non, je vous en prie, Comment est-ce que vous vous assurez que les candidats repreneurs ne se rétracteront pas sur les offres? Alors, c'est un point qui en fait se rattache, si on est dans le pré-accession, c'est un point qui se rattache à la procédure collective. Et notamment, si vous voulez, dans le cadre d'un redressement judiciaire, quand un candidat fait une offre, il ne peut pas la retirer dans des délais qui sont le délai d'un mois du dépôt du rapport de l'administrateur, c'est ce que dit le texte. Mais en pratique, quand on a des offres conditionnées, les gens peuvent tout à fait se retirer puisqu'ils peuvent dire je ne suis pas capable de remplir la condition. Là, dans toutes ces procédures, les offres sont écrites, j'allais dire engageantes, et notamment, ils doivent dire qui ils sont, ce qu'ils veulent faire, comment, et notamment comment financièrement. Et en plus de ça, on va quand même devant le tribunal à un moment donné, quoi. Et ça se voit, hein, mais c'est extrêmement rare que des gens fassent une offre structurée et pris le temps d'étudier un dossier, d'avoir le montage financier pour finalement ne se retirer quand ils sont devant le tribunal. C'est extrêmement rare. Mais ça arrive, c'est vrai. Hein. On n'a pas une garantie absolue. C'est d'ailleurs le point commun en fait avec les procédures. Je vais revenir sur la reprise interne et puis on basculera sur la cession qui ramènera au pré-accession. Mais c'est un des éléments importants, c'est que on ne va pas devant le tribunal avec un projet ou une offre conditionnée. C'est-à-dire que les gens nous font des offres qui peuvent être conditionnées, mais le jour où on va devant le tribunal, pour que l'offre soit recevable, il faut que toutes les conditions soient levées. C'est pour nous le seul gage réel, c'est-à-dire qu'en fait, on dit aux candidats potentiels, si vous êtes intéressés, il faut lever toutes ces conditions. Voilà. Alors, dans le cas de la reprise en procédure collective, il y a ce qu'on appelle le plan de sauvegarde ou plan de continuation, et c'est ce que j'avais noté comme étant une reprise interne. C'est-à-dire, en pratique, la société qui est en sauvegarde ou en redressement judiciaire, elle continue son activité, elle a ce qu'on appelle une période d'observation. Pendant cette période, elle démontre qu'elle est capable de retrouver de la rentabilité, et puis à un moment donné, dans la période d'observation, c'est 6 mois renouvelables une fois, exceptionnellement 6 mois de plus, à la demande du procureur de la République. Mais dans ce cadre-là, à un moment donné, on regarde les performances de l'entreprise, on regarde son endettement, et le tribunal peut imposer jusqu'à 10 ans aux créanciers. Alors, il n'est pas interdit d'avoir un accord au-delà des 10 ans avec les créanciers, mais ça ne peut pas leur être imposé. Et donc, dans le cadre de ce qu'on appelle un plan de sauvegarde ou plan de continuation, on va à un moment donné dire au tribunal, écoutez, voilà où on en est, et on vous demande de nous autoriser à payer nos dettes sur X temps. En règle générale, quand on en est là, on sait qu'on peut avoir 10 ans, on prend au minimum les 10 ans. Mais du coup, dans ce cadre-là, il peut y avoir un intérêt aussi à la reprise pour un repreneur, parce que ça lui permet d'avoir une lecture de la situation de l'entreprise,
une lecture du passif, puisqu'en fait, quand vous êtes en redressement judiciaire ou en sauvegarde, il y a un mandataire judiciaire qui est nommé et dont le rôle est de recenser les dettes de la société. Et le cadre de ces plans de sauvegarde ou de continuation, c'est de dire au tribunal, bah écoutez, le montant des dettes, ce que donne le mandataire judiciaire, c'est 100, admettons. Ça donne lieu ensuite à une ordonnance du juge commissaire, qui est le juge en charge du dossier. Donc ça veut dire qu'il y a une décision de justice qui dit oui, le passif, il est de 100. Et puis pour un repreneur, bah, du coup, il sait qu'il peut avoir un passif de 100 et qu'il peut avoir 10 ans pour le rembourser. Je prends un cas d'école, hein, mais c'est rarement comme ça, mais ça fait du bien de dire que ça peut arriver. Du coup, si vous voulez, on est dans un cas de figure où pour un repreneur, bah, il peut à ce moment-là venir avec une lecture très sécurisée de la situation et il peut dire, bah, écoutez, moi je suis OK, je reprends les parts. Alors la loi dit qu'en principe c'est à dire d'expert. Quand on est dans ces schémas-là, c'est souvent à l'euro symbolique. Parce que bah, la boîte est dans une situation qui fait que sa valorisation est nulle. Et à ce moment-là, les repreneurs peuvent dire, écoutez, moi je reprends pour 1 euro et j'amène par exemple un peu plus de cash pour le fonds de roulement ou pour une partie d'appurement des dettes, ou etc. Et son engagement est conditionné à l'homologation du plan par le tribunal. Donc si vous voulez, il est dans un cadre où il dit, bah, moi je suis prêt à faire ça, ça et ça. Et si le tribunal dit OK, ben, il n'est pas tenu par autre chose que ça. Et il connaît le montant du passif, il a pu voir, apprécier l'évolution de la situation, de l'entreprise au cours de la période d'observation, et il connaît les modalités de remboursement de la dette. Donc il peut y avoir un vrai intérêt. Je vous mets que c'est soumis à l'autorisation du tribunal, mais que c'est aussi lié, finalement, ce sont des solutions qui imposent un consensus amiable. C'est-à-dire qu'en fait, la cession des parts, il faut que les actionnaires soient d'accord. Alors, juridiquement, si on veut aller au fond des choses, le tribunal peut imposer des cessions, peut imposer qu'il y ait des augmentations de capital réservées, mais ce sont des montages qui sont quand même un petit peu compliqués. Ce sont des choses qu'on peut voir dans des structures un petit peu importantes. Mais le panel des entreprises françaises, c'est des PME et en règle générale, ben, on essaie de discuter avec les dirigeants et ce sont ces solutions-là que j'appelle internes, on en voit assez peu, mais quand on les voit, c'est finalement parce que le dirigeant les a initiés, quoi. C'est pas des gens qui arrivent par hasard et c'est véritablement des liens directs. Ça a un intérêt quand même sur au-delà du fait que c'est la même entité qui est maintenue, ça a aussi un intérêt, en fait, si l'entreprise a des actifs importants et ou des dettes assez maîtrisées. Parce que si, je dis encore une fois n'importe quoi, mais si la boîte a 100 de dettes et qu'elle a 1000 d'actifs, bah, si on se dit je vais la racheter, bah, il faut peut-être payer, alors peut-être pas 1000, mais il faudra payer pas loin de 1000 pour la racheter, au moins théoriquement. Alors que si on se dit bah, je vais reprendre les dettes et les payer dans le temps, bah, finalement on reprend et on lisse les 100 dans le temps. Donc il peut y avoir un vrai intérêt là-dessus. Si on est dans un cas de figure autre, qui est le fait que finalement l'entreprise elle a un niveau de dette très élevé et peu d'actifs, ou en tout cas pas corrélatif au montant du passif, bah, un repreneur qui peut être intéressé, il n'a pas envie de payer les dettes créées par un autre, et puis au-delà de ça, il peut se dire que si les autres se sont plantés, bah, il peut aussi, malheureusement, ça peut aussi lui arriver, parce que les gens qui ont des difficultés, c'est pas forcément des gens mauvais, et, la vie d'une entreprise, vous le vivez au quotidien, il y a des choses qu'on maîtrise, des choses qu'on maîtrise pas, et ça peut arriver à tous. Et quand je dis ça, quand j'arrive dans des entreprises, que je dis ça à des chefs d'entreprise souvent qui le vivent très mal et qui nous voient arriver déjà en se disant ouais, ça y est, ceux-là ils sont là pour me foutre en l'air, plus encore. Et quand je leur dis ça, ils se disent bon, il essaie de me faire plaisir, et puis après il suffit de prendre quelques exemples, on en entend parler partout. On voit bien qu'il y a des tas de boîtes, des boîtes qui ont des milliers de salariés, qui ont des difficultés. Il y en a d'autres qui sont des toutes petites entreprises, et il y a des choses, et après avec 2-3 exemples, on arrive à voir que finalement, bah, c'est des choses qui effectivement sont une vraie réalité.
Mais donc on peut se retrouver avec cette difficulté de dire, bah, moi j'ai un gars intéressé, mais il ne va pas reprendre les dettes et de toute façon les ressources générées par la boîte ne permettraient pas de payer tout le passif. Et donc la loi permet à ce moment-là à des tiers, ça ne peut pas être les parents alliés du dirigeant ou le dirigeant, mais à des tiers, de racheter forfaitairement finalement le fonds de commerce de l'entreprise. Et c'est là où en fait le lien se fait avec le prépa-accession, c'est qu'on arrive avec une démarche où à un moment donné, l'entreprise n'ayant pas été en capacité de démontrer qu'elle pouvait rembourser ses dettes, bah, on cherche des repreneurs. Alors ça vient comment ? Dans le cadre du redressement judiciaire, alors c'est possible en sauvegarde, mais en sauvegarde, ça ne peut être qu'une cession partielle. En sauvegarde, on ne peut pas vendre toute l'entreprise. Si vous aviez une entreprise qui faisait du transport et de la logistique, vous pouvez vendre la partie transport, mais il faut que ça permette de garder l'activité logistique. Mais par contre, vous ne pouvez pas vendre l'intégralité de l'entreprise. À ce moment-là, il faut basculer dans le cadre d'un redressement judiciaire, même s'il n'y avait pas état de cessation des paiements. Mais donc l'idée, c'est qu'au cours de la période d'observation, on discute avec le dirigeant et à un moment donné, ben, on voit que ça ne va pas passer. On peut même, dès l'ouverture de la procédure, en discutant avec le dirigeant, parce que ça se passe vraiment bien souvent comme ça, le dirigeant lui-même nous dit, écoutez, de toute façon, je ne vais pas y arriver, ou j'en peux plus, parce que c'est aussi une vraie réalité, et donc il faut chercher des repreneurs. L'administrateur judiciaire, qui encore une fois considère qu'il est très fort, a malheureusement pas beaucoup de prérogatives. Il en a une ou deux, et une des prérogatives fixées par la loi dans le redressement judiciaire, c'est que c'est nous qui fixons la date limite de dépôt des offres. C'est-à-dire qu'en pratique, on se dit à un moment donné, bah, il faut chercher les repreneurs, donc on fait des démarches et on fixe une date limite de dépôt des offres. Alors, je vous rassure, quand on fait ça, on doit en informer le tribunal, on doit en informer évidemment le dirigeant, les représentants des salariés, etc., etc. On n'est pas tout seul. Et le texte dit d'ailleurs que dès l'ouverture de la procédure, tous les tiers intéressés peuvent se manifester auprès de l'administrateur. Sauf que dans la loi, c'est pas complètement écrit comme ça, mais il y a quand même une prérogative qui est que, avant d'aller vers une solution de cession, la jurisprudence d'ailleurs l'a entériné, avant d'aller vers la vente de l'entreprise, il faut d'abord démontrer qu'elle n'est pas capable elle-même de s'en sortir. Donc il y a quand même, de toute façon, en priorité, la faculté pour le dirigeant de démontrer qu'il peut être capable de s'en sortir. On fait un appel d'offres, on fixe une date de dépôt des offres, et puis on va voir le tribunal. Et là, on revient donc dans le schéma similaire au prépa-accession. On va voir le tribunal, on lui dit voilà les offres qu'on a, et le tribunal retient celui des candidats qui lui paraît, la loi dit, le plus à même d'assurer la pérennité de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Alors c'est un peu théorique, mais en pratique, c'est des choses qui amènent le tribunal à jauger. Alors on revient à ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est que les offres, elles doivent être écrites, on doit savoir qui c'est, quels sont ses moyens financiers, techniques, et ce qu'il envisage de faire. En clair, si on a une entreprise qui a un actif qui est un entrepôt et qui fait des boîtes de conserve, si quelqu'un vient nous dire « mais moi je suis intéressé par l'entrepôt pour faire un supermarché », c'est pas le cadre dans lequel on est. Et ça derrière, le contexte dans lequel on est permet véritablement de maintenir des activités. Je voudrais juste avant de conclure, parce que je crois que j'ai dû dépasser tous les créneaux, je vois... Ouais, je suis franchement désolé. Juste un dernier point à la conclusion, c'est que on a tous en tête des statistiques qui disent une entreprise qui va en redressement judiciaire, sur 100 entreprises, il y en a 89 ou 90 ou je ne sais plus combien de pourcents qui finissent en liquidation judiciaire. C'est vrai. Mais, sauf qu'on ne regarde pas quelle est la situation de l'entreprise à l'ouverture du redressement judiciaire, premier point. Et moi, par exemple, en pourcentage, sur 100 dossiers en 2006 ou 2007, sur 100 dossiers, on en avait 30 dont les gens n'étaient jamais venus nous voir. On en a eu un peu plus de 30 dont les gens sont venus nous voir en nous disant « non, mais c'est pas possible, je ne peux pas continuer, j'ai plus rien, etc. » Donc ça voulait dire que sur 100 redressements judiciaires, il y en avait plus de 64% où évidemment on ne peut pas trouver de solution. Pas parce que c'est nous qui les trouvons d'habitude, mais parce que l'entreprise n'était pas capable de continuer. Et dans les solutions de cession que je viens d'évoquer, les salariés ils sont repris. Ils sont maintenus dans leurs conditions, il n'y a pas de licenciement. Donc
ce qu'on compte, c'est de dire, oui, la société, quand elle est vendue, elle finit en liquidation. Mais par contre, on ne compte pas le maintien de l'activité, finalement. Et ces statistiques-là, elles sortent. On les a par l'AGS. L'AGS, qui est l'assurance garantie des salaires, l'UNEDIC, qui indemnise les salariés. Dans 9 cas sur 10, à l'ouverture de la procédure, l'AGS intervient pour faire payer les salaires dus avant l'ouverture du redressement judiciaire. Et puis après, quand il y a des licenciements, elle intervient pour indemniser les salariés. Quand vous regardez les statistiques de l'AGS, il y a, je ne vais pas actualiser, et à peu près 60% des emplois d'une entreprise en redressement judiciaire qui sont sauvegardés quand on arrive à l'issue de la procédure. Et donc, et j'en termine, c'est pour ça que je vous disais que la procédure, la reprise à la barre du tribunal, qui a un côté tout à fait péjoratif, ça peut aussi quand même être une chance ou une opportunité, parce que d'une part, ça permet de maintenir des activités, c'est une vraie réalité. D'autre part, pour un repreneur, il peut se sécuriser le cadre de sa reprise, quand il sent que, entre guillemets, la cible n'est pas dans une situation financière très stable. Et enfin, statistiquement, on voit bien que ça permet de maintenir un certain nombre d'emplois. Et je suis désolé parce que j'ai beaucoup parlé et j'ai pas répondu. Il doit y avoir des tas de questions et malheureusement, je comprends que ça va pas être possible. En tout cas, je suis à votre disposition et je vous remercie. Merci.